bienvenue Franck Khalifa. Bienvenue, on est heureux de vous recevoir. Alors je vais donner vos titres, parce que quand même il faut qu'on sache qui nous parle et d'où il nous parle. Vous êtes professeur, certifié en classe d'économie et gestion, et vous êtes docteur en sciences juridiques et politiques. Et vous avez écrit un livre fort intéressant, un peu savant pour un esprit faible comme le mien, intitulé « Difficile laïcité ». Alors la première question que je voudrais vous poser au sujet de ce livre, c'est qu'est-ce que la laïcité pour vous et en quoi est-elle difficile? Alors, c'est un clin d'œil déjà, le mot « difficile laïcité » au livre de Lévinas qui avait écrit « Difficile liberté ». Je voulais reprendre ce titre-là pour montrer que la laïcité n'est pas un acquis. C'est une intention permanente, pas une source de tension. Et donc, pour donner une définition, il faut aller visiter tous les domaines de la philologie. Mais faisons simple, donnez-nous... Alors, on n'a pas le temps de faire tout le voyage, alors donnons une définition simple. On entend parler du matin au soir de laïcité. Oui. Bon, par des gens qui souvent, du reste, s'efforcent de la faire respecter aux uns pour que les autres ne la respectent pas. Dites-nous ce que c'est la laïcité. J'y viens. Donc, c'est un espace de neutralité organisé par un État démocratique, qui vise à maintenir la coexistence de tous les besoins religieux ou non religieux. Voilà pour être dans une définition extrêmement large. Alors, la neutralité, c'était le terme qu'avaient employé les radicaux à l'époque de la Troisième République pour définir la laïcité. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, en France, on est dans cette neutralité de la laïcité, ou est-ce qu'il y a une laïcité qui est devenue politique et en quelque sorte prosélyte? Absolument. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, la laïcité est dévoyée de son sens premier et qu'elle est écartelée entre deux pôles, entre laïcisme et laïcité plurielle. Et donc, effectivement, on a deux pôles qui s'affrontent et on a complètement oublié véritablement ce qu'étaient les vrais fondements de la laïcité, notamment les principes juridiques qui sont repris dans notre Constitution. Oui, mais alors, les amis qui nous écoutent, oui. Parce que cette émission, elle est faite pour des amis et des ennemis. Si vous saviez comme c'est important, les ennemis, c'est eux qui vous donnent des amis. En France aujourd'hui, n'ayons pas peur d'aller au cœur du débat. En France aujourd'hui, on entend parler de laïcité du matin au soir. Or, nos rues, nos universités, nos écoles, nos cars de sortie scolaire sont des éléments qui contredisent l'idée même de laïcité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment on le gère aujourd'hui? On le gère de la manière anglo-saxonne? On le gère de la manière ingérée française? Comment on fait? Alors, déjà, vous avez posé le problème de la laïcité anglo-saxonne et française, je vais rebondir là-dessus. La laïcité française, c'est une laïcité d'exception, de fait de son histoire, qui a mis sous surveillance la sphère religieuse. Mais toutes les autres laïcités européennes et outre-Atlantique, desquelles d'ailleurs s'est inspirée la laïcité française, notamment l'article 4 de la loi de 1905, les laïcités anglo-saxonnes ont eu d'emblée le soin de mettre un équilibre entre liberté religieuse et liberté publique, si on peut dire les choses telles quelles. Mais aujourd'hui, notre problème, je vois où vous voulez en venir, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une sorte d'oubli des fondements de cette laïcité française. Il y a eu ce que j'appelle dans le livre, une dérive de l'universalisme, une dérive des droits de l'homme, un logos qui répond non seulement aux droits qui sont des processus ascendants, mais qui délaisse la loi qui doit être un processus descendant. Vous nous le redites en termes clairs. C'est-à-dire que le discours politique veut simplement satisfaire une partie de la population, mais on oublie que cette population doit, elle, répondre à des obligations posées par la loi, notamment être au service de la nation. Alors, vous voulez dire qu'il y a une laïcité sélective? Il y a une laïcité, j'allais dire, démagogue. Ouais, alors, oui, ça me parle. Allez-y, développez. Une laïcité démagogue qui vise à ne pas désigner vraiment
les communautarismes qui ne sont pas au service des principes d'une nation. Et j'ai envie de vous dire une phrase très importante que je tire de Croix du Finkielkraut qui dit une chose très belle. Il était une fois le temps de la nation, voici venu le temps de la mosaïque des communautés et de la dissolution de l'identité française dans une démocratie purement procédurale. Alors, et je vous amène à ce qui est le cœur du problème actuel. Le voile, l'école, la religion, les signes ostentatoires ou pas. Oui. L'impression que d'un côté on affirme la laïcité et que de l'autre on se sert de cette affirmation pour venir la combattre et exister comme dans une forme de propagande d'écho. L'interdiction étant un peu le mur de résonance. Alors comment vous l'appréhendez, vous qui avez réfléchi sur le concept de laïcité? Déjà, pour parler de l'école, il faut savoir que l'école est transcommunautaire. Elle n'est pas au service de communautés. Ça, c'est une chose. Ah, pourtant, il y a le problème des cantines, des viandes spécifiques en fonction des religions. Oui, mais ce n'est pas le cœur de la pensée laïque. Là où tout a dérapé, c'est en 1989 avec la loi d'orientation de la loi Jospin qui a mis à côté le principe de neutralité et du pluralisme. Et là, se sont engouffrés effectivement. Le voile s'est engouffré. Mais au-delà du voile... Mais il n'y a pas que le voile. Mais le voile, c'est très important, c'est la liberté de la femme. Alors, la liberté de la femme, c'est un fondement de notre République. La femme, aujourd'hui, est atteinte dans sa plus profonde liberté. Parce que le voile enferme la femme dans cette possibilité de ne pas être cet autre. Et au lieu de parler de laïcité aujourd'hui, puisque j'ai vu qu'un député veut mettre à côté des trois principes, liberté, égalité, fraternité, le mot laïcité, moi je mettrais altérité. L'autre. Non, moi je veux dire une chose. Moi j'essaierai, et je me donnerai 100 ans, pour qu'on soit libre, égaux et fraternels. Oui. Parce que la boutique des mots, elle use. Moi j'aimerais qu'il y ait un peu de réalité. On peut rajouter tous les mots qu'on veut aux devises. Oui. À condition de connaître le sens des mots. Et à condition qu'elles soient concrétisées dans la vie de tous les jours. Exactement. Alors revenons à notre question essentielle. Comment vous appréhendez le concept moderne de laïcité? Je me permets quand même de vous rappeler que le mot laïque vient du français et du Moyen-Âge. Hein. Du florentin lait. Les frères Lay, au Moyen-Âge, étaient au service du clergé. Voilà, les laïcs. Voilà. La laïcité est née dans la religion. Et c'est un terme religieux. C'est un terme religieux. Ce qui est extraordinaire. Oui. On passe son temps à parler de laïcité par opposition à l'idée de religion, alors que c'est un terme religieux. Enfin bon, ça c'est un clin d'œil de l'histoire. Oui, mais la religion est un savoir séculier, vous savez, il y a de la... oui, ça, bien sûr. Bien sûr. Mais alors, allez, livrez-vous là, parce que je vous trouve un peu trouillard. Non mais, comment, dans votre livre, vous écrivez par exemple à un moment donné, je vous cite, l'islam refuse par là même l'idée de laïcité. Oui, parce que l'islam... Non mais, dans votre livre, vous l'écrivez, alors je ne comprends pas que... L'islam, je vais y venir, l'islam... par essence, ne connaît pas la laïcité. L'islam, c'est l'idée de soumission. Et vous ne pensez pas qu'on peut arriver à avoir un jour un islam laïque? Ça va être extrêmement difficile. Si l'islam n'est pas sécrété et n'est pas comme dans les principes, par exemple, du judaïsme, où il y a 3000 ans on affirmait Dina de Malchuta Dina, la loi du pays est la loi du pays. La loi du pays, c'est celle qu'il faut respecter, alors on n'y arrivera pas. Donc, effectivement, l'islam doit être sécrété par la République. Mais il ne peut pas avoir un islam importé et qui vient quelque part contredire les principes républicains. Et notamment, j'attire votre attention sur le fait qu'on veut faire aujourd'hui des moratoires sur la lapidation, des moratoires sur l'excision. Mais comment on peut autoriser ce genre de choses dans notre République? Comment on peut autoriser des sociologues de parler de moratoire? Comment on peut poser cette question? Vous comprenez? C'est plus en amont qu'il faut... D'où vient cette idée de moratoire? Là, je n'ai pas très bien suivi. Vous savez très bien qu'un sociologue, dont je ne citerai pas le nom pour pas qu'on ait un procès, évidemment, a posé l'idée de faire un moratoire. Oui. Bon, alors déjà, le fait de se poser la question et de permettre ce genre de discussion au nom de la liberté d'expression dans une République française, c'est qu'on est vraiment à côté de la plaque. Mais comment on peut... Alors, l'islam est là. Oui. Bon. On sait maintenant, grâce à M. Valls, qu'il y a des islamo-gauchistes. Oui. Quand je le disais, moi, je me faisais insulter. Bon. Mais ne peut-on pas espérer, à un moment donné, que l'islam va
s'apaiser, pour intégrer dans sa vie quotidienne les principes républicains, notamment le principe de laïcité. On a eu un modèle comme ça, le modèle turc, mais aujourd'hui... Le modèle égyptien du le temps de modèle Nasser égyptien, aussi. bon, mais le modèle iranien aussi à un moment donné. Mais le problème ne vient pas, à mon avis, de l'islam, si je peux me permettre. Oui, mais au contraire. Il vient de notre République qui n'est pas capable d'imposer à l'islam. On ne fait pas le procès de l'islam ce soir, on est bien d'accord. Non. D'accord. Mais on sait très bien qu'on a aujourd'hui des islamistes qui travaillent sur l'islam. On est d'accord là-dessus. Bien sûr. Donc, tout le problème vient de notre République, de nos républicains qui ne sont pas, c'est eux les trouillards, qui ne sont pas capables, eux, de monter au créneau pour dire non, l'islam doit abandonner certains principes, puisque ici notre loi, c'est pas la charia, que je sache. Dans les autres pays, ils peuvent faire la charia, mais et il faut avoir le courage de le faire. Et ça manque de courage. Alors, Franck, est-ce qu'on est dans un pays laïque? Alors, par définition, oui, mais cette définition, si vous voulez, je veux dire autre chose, l'universalisme, aujourd'hui, est devenu un cadavre conceptuel. On y met absolument tout dedans. Donc, à partir de là, effectivement, on peut utiliser les principes. Non mais Oui, comment peut-on sortir concrètement. d'une contradiction, Oui. moi, qui me frappe et qui me scandalise? D'un côté, on a des ahuries qui interdisent les arbres de Noël, qui interdisent les crèches, bon, au nom de la laïcité. Et puis, d'un autre côté, dans les mêmes établissements, on va inviter les parents à fêter des fêtes religieuses d'une autre religion. Oui. Bon, d'où vient cette contradiction? La réponse est évidente. D'un déni, c'est un déni de notre propre culture. Nous sommes dans une culture judéo-chrétienne. Oui. Si on ne retrouve pas les fondements de la laïcité dans ces principes culturels, dans la culture, il faut remonter très très haut. Moi, je suis remonté jusque dans les évangiles. Je peux vous en faire un exemple tout de suite. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Il faut remonter plus haut encore. Ouais. Puisque Jésus, étant juif lui-même, a reçu une culture juive dans laquelle il y a marqué, on peut remonter jusqu'au psaume, Hashamaim, Shamaim, Lachem, Vares, Tatalib, Nadam, je vous donne en hébreu, excusez-moi. C'est pas grave. Les cieux appartiennent à Dieu, mais la terre est aux hommes. Il y a bien une séparation. Ça a été un peu brouillé avec Paul de Tarse. Vous êtes très religieux, vous. Je suis pratiquant, mais c'est quelque chose. La pratique, c'est quelque chose qui est absolument intime. Mais voilà, c'est la vie privée. Vous savez, on a donné une réponse. C'est la vie Déjà, il faut que cette pratique revienne dans la vie privée, il ne soit plus dans un mode ostentatoire. Alors, pourquoi elle est ostentatoire? Oui. Parce que tout simplement, il y a eu un vide culturel, un vide spirituel, dans lequel s'est engouffrée justement une pratique assez aisée. Et on a créé une nouvelle religion. Car l'islam que l'on a aujourd'hui, qui va aussi, ou l'islamisme, c'est une nouvelle religion. Vous savez, le mot Coran, ça vient de Coran, ça veut dire Ekra, lis. Qui lit le Coran aujourd'hui? Qui le lit? Et on doit, dans la Torah, c'est pareil, on va abandonner un certain nombre... Oh, c'est comme la loi travail, rassurez-vous. Bon, ça n'a pas la même inspiration, évidemment. Bien. Donc, qui va lire aujourd'hui le Coran pour aller chercher les sources et abandonner certaines choses? Et puis, il y a eu les hadiths, il y a beaucoup de choses. Et là, il n'y a pas de fédération de l'islam en France. Vous comprenez? Alors, le livre ne porte pas que sur l'islam. Non, le livre est très riche, mais on ne peut pas, malheureusement... Mais il pose les problèmes, justement, de cette difficile laïcité. Il n'y a pas que nous qui le disons. Je pense à M. Rédici en Tunisie, qui définit la laïcité beaucoup mieux que nous. La laïcité, c'est une question ontologique, c'est une question permanente, c'est une construction. Si on n'est pas dans cette construction, alors on va dire je suis laïque comme je vais à la boulangerie. Oui, mais alors, comment peut-on aujourd'hui défendre la laïcité alors qu'elle est devenue un produit du commerce politique? C'est ça. C'est même, franchement, je vous soumets la question, très, très, très triste de voir que de grands concepts à l'intérieur desquels l'humanité était en quelque sorte portée vers le meilleur d'elle-même, ont été à ce point dévoyés qu'ils font un peu, pour reprendre une expression africaine, boutique mon cul, sur les plateaux de télévision, sur les tréteaux, dans les tribunes, et qu'on utilise le mot laïcité
dans un souci finalement de surenchère politique. Hein. Oui, la laïcité est mise dans toutes les sauces, mais finalement, on ne sait pas véritablement. Mais est-ce qu'on est un État laïque en France? C'est la question que je vous pose. On est dans un État laïciste, mais pas dans un État laïque. Et pourquoi est-ce dans les périodes les plus tendues de l'histoire, je pense à la Terreur par exemple, où la laïcité devient un instrument d'éradication de la foi de l'autre? C'est très intéressant ce que vous dites. Regardez, pendant la période de la Terreur, approximativement, hein, on ne peut plus faire de cérémonies funèbres. Il n'y a plus de croix dans les cimetières. On supprime les saints chrétiens. C'est quand même paradoxal. Enfin non, c'est pas paradoxal. C'est quand même tout à fait époustouflant de voir que dans les périodes où l'humanité va si mal, elle s'en prend, quel que soit l'endroit où elle habite, hein, que ce soit en France, en Israël, en Algérie ou ailleurs, peu importe, elle s'en prend à ses racines. Il y a une faille dans les droits de l'homme. J'y ai cherché, elle existe cette faille. C'est ce que j'appelle la dérive du cœur. Cette faille existait chez Robespierre, pour parler de la Terreur, comme un homme qui avait des discours enflammés, des discours ultra-modernes. Qui avait prôné la dictature de la vertu. Une dictature de la vertu. N'oublions quand même pas que l'un des hommes les plus sanguinaires a prôné la dictature de la vertu et qu'aujourd'hui, vous avez vu, on n'a que des vertueux. Hein. Oui, mais comment faisait-il pour guillotiner 300 pauvres sœurs? Et tout simplement parce qu'à un moment donné, il y a un tel enfermement dans ces droits de l'homme qu'il y a une dérive. Vous savez, le cœur, c'est pas quelque chose qui est forcément tout bon. Le cœur peut amener à son contraire. Vous savez, dans les prophéties, dans les textes prophétiques, on parle de la circoncision du cœur, et ce n'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il y a, si on extrapole aujourd'hui, avec les migrants, par exemple, la crise des migrants, bien sûr que ça fait pitié de voir ces migrants, mais avec le cœur, on peut faire rentrer des millions de gens sans savoir quelle culture ils portent. Peuvent-ils s'adapter à notre culture? Et alors vous avez des gens, des défenseurs des droits de l'homme, dire « Attention, on est en train de faire du mal à ces gens. » Je veux vous dire juste une chose sans m'allonger, sans me rallonger trop. J'écoutais un député, on peut le citer, Daniel Cohn-Bendit, qui avait la larme à l'œil en voyant un enfant... Député européen. Européen. En voyant un enfant du ghetto de Varsovie, les bras... Vous connaissez oui, très belle fois, oui, bien sûr. Oui. Et je dis, ça y est, il est revenu sur ses racines, il a un moment de... Non, il a voulu simplement dire que les jeunes migrants, c'est les mêmes que cet enfant qui est sorti du ghetto. Ah non, mais c'est horrible. Mais c'est horrible, ça veut dire que ces jeunes migrants, ce qui les attend en Europe, c'est la Shoah, mais il n'y a pas de Shoah en Europe. Et c'est une inversion. Ouais. Il y a eu inversion des droits de l'homme. Et alors, cette perversion, des mots, vous en parlez beaucoup dans votre livre. Le rapport verbal. Puisque il y a même un chapitre sur le rôle des langues, hein, le lien avec la laïcité. Oui. Alors, pourquoi, à un moment donné, votre travail sur la laïcité vous amène-t-il à entrer dans le langage? Vous citez même, je crois, Camus à un moment donné. Hein, c'est ça. Mal nommer une chose, c'est ajouter au monde du malheur. Alors, je vais vous répondre de suite. Il y a deux pôles qui s'affrontent. Il y a ce qu'on appelle l'essentialisme et le nominalisme. Alors définissez l'un et définissez l'autre, parce que l'essentialisme, on n'a pas forcément que des philosophes qui nous écoutent. L'essentialisme, moi je ne suis pas un grand philosophe, hein, loin de là, mais l'essentialisme, c'est revenir à une essence première, et si on n'appartient pas à cette essence première, eh bien on est quelque part des étrangers. Tandis que le nominalisme, c'est nommer les choses et les nommer justement. C'est complètement différent. Saint Thomas. Par exemple. Donc aujourd'hui, on utilise le mot génocide à toutes les sens, comme laïcité, sans savoir ce que c'est qu'un génocide. On peut dire par exemple le génocide palestinien par Israël, mais il n'y a pas de génocide palestinien par Israël. Jamais. Un génocide, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres génocides que l'on ne reconnaît pas. Le génocide arménien n'est pas reconnu par la Turquie, qui prétend rentrer en Europe. Donc vous voyez bien que les mots sont dévoyés de leur sens premier. Mais quel rapport avec... Moi je comprends très bien ce que vous voulez dire, hein. Quel rapport avec le concept de laïcité? Mais quand on remonte aux sources premières de la laïcité, avant même que ce soit les frères Lay, etc., dans les couvents, mais qu'on remonte dans les sources chrétiennes et juives, on s'aperçoit que le langage définissait une séparation
qui a été brouillé, en fait, je vais vous en donner un exemple tout de suite, qui a été brouillé par Paul de Tarse. Je vais vous en donner un exemple tout de suite. Vous savez que la Bible a été écrite en hébreu ou en araméen, on va dire. Elle a été traduite en latin. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est la Septante. Non, la Vulgate. La Vulgate. La Septante, c'est la traduction grecque. Et celle-là, Ah oui, oui. en 1542, le Concile de Trente a mis en désuétude le grec et l'hébreu, et on a perdu le sens de mots, et ça a donné lieu à de véritables contresens. Et j'essaie d'expliquer comment la laïcité aussi a été, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, a été dévoyée de son sens premier, de dire effectivement la laïcité est née dans la religion, il y a un savoir dans la religion, il faut une séparation, il faut un espace, mais aujourd'hui on est plus dans du laïcisme que dans une véritable laïcité qui organise la vie des hommes dans un vrai vouloir vivre ensemble. Est-ce qu'on peut vivre ensemble sans accepter que l'autre soit forcément le même que nous? Non. C'est une très belle chose que vous me dites. Je vous parlais d'altérité. Qu'est-ce que c'est que l'autre? L'autre, contrairement à ce que dit Sartre, ce n'est pas ce n'est pas l'enfer. L'autre, c'est le divin. L'autre, c'est celui qui... Oui, mais faut-il encore ne pas être... Faut-il être croyant, là? Non. Un laïc vous dira que l'autre n'est pas le divin. Le divin, entre guillemets. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le divin, ou en tout cas un autre moi. Et cet autre moi me permet aussi d'exister. Et donc, c'est le problème du voile. Quand on n'accepte pas que cette femme soit une possibilité unique, un individu unique, c'est qu'on n'accepte pas cet autre moi, on n'accepte pas l'autre. Et c'est ça la laïcité. C'est justement permettre à l'autre d'exister avec sa différence, y compris l'athée. On oublie les athées, qui ont leur mot à dire. Ah ben c'est une religion aussi qui est respectable. Hein. Oui. Les arrêts pour l'instant du Conseil d'État, parce que j'étais quand même dans les arrêts du Conseil d'État et de la Convention européenne des droits de l'homme, bon, ne sont pas encore arrivés à ce que ça soit une religion. Mais bien sûr que l'athéisme doit être... c'est même un passage obligé. Je dirais même que je trouve qu'il y a comment pourrais-je dire, des forcenés de l'athéisme qui pourraient donner des leçons à certains inquisiteurs d'autrefois. Hein. C'est exactement ça. Alors là, on est passé dans une religion, effectivement, de l'athéisme. Ça, c'est autre chose. Quand vous avez une association de libres penseurs, entre nous, moi, penseur, ça me suffit. Hein. Oui, penseur. Hein, ça me suffit. Oui, Bon, enfin, ils veulent être libres penseurs. Bon, comme s'il y avait des penseurs prisonniers. Hein, bon. Qui engagent un procès contre une crèche ou un arbre de Noël, ce sont des intégristes. C'est ça. Donc vous avez donné finalement, vous, la définition de la laïcité. La laïcité, c'est une tension permanente. C'est une construction permanente. Et on oublie cette construction. Mais Franck, ce débat, bon, il a existé au moment de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Oui. Mais pas du tout dans le même sens qu'aujourd'hui. Non. On a complètement déformé le débat de l'époque. Hein. À l'époque, ce n'était pas un débat de religion, c'était un débat de pouvoir. Absolument. Hein, de maîtrise des écoles, de l'enseignement, de moyens de renforcer l'installation de la République. Hein, bon. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de la laïcité? Qu'est-ce qu'on en a fait? D'abord, je voudrais vous dire une chose. D'abord, la laïcité, ce n'est pas la loi de 1905. On est bien d'accord là-dessus. Il y a une confusion qui est entretenue. La loi de 1905, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Pour des problèmes de pouvoir. D'ailleurs, à mon avis... Pas de religion. Hein. Pas de religion. On est d'accord là-dessus? Oui, on est d'accord. À mon avis, l'Église a raté, en ne prenant pas la loi de 1901 pour l'exercice du culte, a raté ce rendez-vous avec le 1905 parce que Aristide Briand et surtout Francis de Pressensé, qui est le père oublié de la laïcité. Et le père Combes surtout. Et le père Combes, mais Jean Jaurès, on peut citer aussi. Vieille crapule. Donc ces gens-là avaient compris qu'il fallait faire la paix pour pouvoir parler d'autres. Jean Jaurès, je crois, il n'avait pas un frère qui était évêque. Là, vous me posez une colle. Mais il avait un frère qui était amiral, oui. Ouais. Mais Francis de Pressensé était très... En tout cas, ses enfants ont été baptisés, sauf erreur de ma part. Hein. Hein, comme quoi tout cela est très compliqué. Très compliqué. Écoutez, c'est un équilibre permanent. Un duopole. Et rêvons, écoutez, puisqu'il faut qu'on se quitte maintenant, de funambules de la laïcité qui, entre Dieu et le néant, sauront trouver le chemin. Hein. Maître, vous avez le dernier mot. Merci. Hein. Merci beaucoup.